Le trio de tête file, les poursuivants essayent de tenir le rythme, d'autres mangent leur pain noir dans le pot du même nom. En tout cas, la moitié de la flotte de ce 9e Vendée Globe a franchi l'équateur et navigue désormais dans l'hémisphère sud. Bienvenue dans le Vendée Live comme tous les jours en direct des Sables d'Olonne. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le site de la course et bien sûr comme tous les midis sur InfoSport Plus. Nous sommes le vendredi 20 novembre et la flotte entame son 12e jour de course. Si le Vendée Globe est un Everest, il est le seul à en avoir atteint le sommet 2 fois de suite, Michel Desjoyaux. Et notre invité, alors on a peut-être un petit souci d'image avec Michel, mais je crois qu'on a le son. Michel, bonjour. Donc Michel va nous rejoindre dans quelques instants. Michel Desjoyaux, vainqueur du Vendée Globe en 2000 et en 2008. Olivia Vincent, vous êtes là, vous aussi. Merci, vous allez tout nous dire sur la météo, la stratégie, les classements. Tout, vous saurez tout. On va encore avoir 48 heures passionnantes. Ouais. Ah ouais, vraiment. Et on va prendre le large tout de suite. On va retrouver le leader du classement, le Britannique Alex Thompson. Il a été joint enfin ce matin par Andy Robertson. Écoutez, regardez, la traduction est assurée par Frédéric Pelatan. Alex, vous livrez un beau combat avec les deux marins français. Racontez-nous vos différences de route, de prospective et de performance de vos bateaux. J'essaie simplement de tracer ma route vers les mers du Sud. Je ne suis pas du tout affecté par ce qu'ils font. Ils n'ont pas d'impact sur mes choix actuellement. Vos routes dans l'Atlantique Sud sont assez différentes. Décrivez-les-nous, s'il vous plaît. Je suis au clair avec ce que nous avons à faire au cours des tout prochains jours. Je me suis positionné convenablement. Du coup, je ne ressens pas trop de pression. Je ne me sens pas sous pression, en fait. Vraiment, j'essaye de dormir autant que possible. Je suis encore en dette de sommeil, c'est clair. Donc, partout où je peux, sitôt que j'en ressens le besoin, je baisse la tête et je m'endors. Manger est un processus constant et établi pour moi. Je vais constamment dans les sacs pour prendre une collation, un repas. Je bois probablement autant que les autres ici. La température à l'intérieur du bateau est sans doute plus fraîche qu'à l'extérieur. Mais je bois quelque chose comme 4 litres d'électrolytes par jour. Ça n'a pas été facile de rester suffisamment hydraté ces derniers jours, mais ça va mieux depuis 24 heures. Okay, Alex, good to catch up with you and hopefully let's see how things go down the South Atlantic. Thanks, Andy. Take it easy. Take it easy, il est tranquille encore, Alex Thompson, leader pour l'instant du classement. On va retrouver le large. On est en direct avec Romain Attanasio, le skipper de Pure Best Western. Romain, est-ce que vous êtes bien avec nous? Est-ce que vous nous entendez? En tout cas, on vous voit avec votre beau t-shirt bleu. Oui, je suis là et en même temps, je suis en train de passer l'équateur. En fait, je viens de passer l'équateur il y a 30 secondes. Juste, j'ai raté. Bravo. Est-ce que vous avez fait votre petite offrande à Neptune, même si c'est pas la première fois que vous le passez? Ah non, pas encore. Bah non, je suis devant vous, mais je vais pas manquer ça. Ouais, aussitôt raccroché, je vais aller faire tout ce qu'il faut. Ouais, je vais boire ma petite bière chaude que je vais partager avec Neptune et le bateau. Et puis voilà. En plus, le ciel vient de se découvrir juste à l'instant. Donc c'est parfait. Cool. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les conditions de navigation que vous avez en ce moment, Romain? Ouais, alors ça a été chargé les derniers jours parce qu'à l'entrée du Poteau Noir, comme vous le savez, j'ai cassé mon chariot de tête de mât, donc il a fallu que je monte. Ça a été franchement l'horreur parce que autant monter au port ou quand ça bouge pas, ou au Trophée Mer Montagne, quand on a une épreuve avec l'olivette, le fameux petit système pour monter le long d'un pylône de télécabine. Même en chaussures de ski, c'est pas très compliqué, mais alors quand il faut le faire ici à 30 mètres de haut avec
avec 2 mètres de vague, c'était incroyable. Alors je vous raconte pas. Déjà tout le temps que j'ai passé la journée à essayer de décoincer tout ça, jusqu'au dernier mot, je me suis dit bon bah là faut y aller. Arriver jusqu'à là-haut, c'était un sacré défi. Je cache pas que j'ai eu un peu peur, ça se voit je crois d'ailleurs. Donc après il s'est passé plusieurs heures à remettre la grand voile en place, tout ça, et puis pendant ce temps-là je traversais le poteau noir et le soir où j'arrive à réparer tout ça, je prends une molle énorme, une espèce de fin de grain où je reste plusieurs heures, presque 4 ou 5 heures, tout le début de nuit en fait. Alors, en plus déjà que je m'étais beaucoup fait rattraper par ceux qui sont derrière, ils étaient avec moi. Donc c'était vraiment pas de bol, mais par contre c'est la seule molle que j'ai eu de ce poteau noir qui est incroyable. C'est la première fois que je le passe comme ça. Il est même encore plus facile que les fois où il a été plus facile dans l'autre sens. Il est souvent plus facile dans l'autre sens quand on passe plus à l'ouest, pardon. Et voilà, là je pense que j'en suis sorti. C'est assez incroyable comme ça, d'un coup. Voilà, le beau temps arrive. Donc, et puis voilà, l'équateur maintenant. Donc tout s'est enchaîné très vite. Je vous cache pas que voilà, le temps est passé très vite entre ce fameux chariot et maintenant, quoi. Une question d'Olivia pour vous, Romain. Oui, salut Romain. Écoute, moi je voulais savoir, on a tous vu ta vidéo où tu étais en haut du mât, ça avait l'air vraiment épuisant. Je voulais savoir combien de temps tu as mis pour te remettre de cette histoire, parce que je pense que ça doit manger de l'énergie, quoi. Ouais, alors écoute, je veux pas me plaindre, hein, parce que ouais, il y en a qui font des trucs plus durs, mais moi à mon niveau, c'était... je suis pas très aérien en plus, j'aime pas trop mes copains montagnards, le savent, ils m'ont tous vu en haut de l'aiguille du Midi, la petite descente en glace. On en rigole souvent parce que je suis pas très à l'aise sur ces hauteurs. Et donc là, déjà monter, ça a été toute la journée, ça a été un travail de fou pour tout préparer, pour essayer déjà de déhooker cette voile qui voulait pas. Et donc la montée, mais déjà le moment dur, c'est bon, on se dit bon allez, il n'y a plus le choix, faut y aller. Et là c'est vrai que toute la partie où je suis monté, je sais pas combien de temps ça durait, mais c'était interminable et surtout, et j'arrivais pas à me reposer parce que les quelques fois où je voulais m'arrêter pour me dégourdir les bras, je me faisais balloter. En fait, voilà, c'est ça qui était le plus dur, c'était que je me faisais exploser d'un bord sur l'autre, quoi. J'ai des bleus plein les jambes. Et une fois arrivé en haut, là c'était je partageais entre la peur et l'euphorie d'y arriver. Donc après je suis coupé, je suis redescendu et c'est vrai que arrivé en bas, je suis allé m'allonger tout de suite. J'ai des voiles qui sont aussi sur le pont. J'ai enlevé le ciré comme ça d'un coup, parce qu'en plus j'avais mis le ciré, donc je me mourais de chaud, en me disant que ça m'éviterait ça me protégerait quand je tape contre le mât. Et donc là je me suis défroqué, j'étais mouillé complètement à l'intérieur, et là je me suis allongé, et c'est vrai que j'ai passé, donc je suis resté 10 minutes allongé, puis après je me suis dit bon maintenant il faut que je me mette au boulot, parce qu'il faut que je termine, il faut que je puisse renvoyer la grand voile avant la nuit. Et là pendant 1 heure j'étais tremblotant, quoi, j'avais vraiment plus de force, quoi. Donc j'en ai... ouais, c'était vraiment dur. Rien que d'y penser, ça me fait encore des trémolos dans la voix. Romain, quand on traverse des moments assez costauds comme celui-là, on a peut-être un petit coup de mou. Alors j'imagine que normalement on appelle la terre pour avoir du réconfort de sa moitié, de sa famille. Vous, votre moitié, elle est aussi en train de faire le Vendée Globe. Vous échangez avec Samantha, vous vous réconfortez l'un l'autre quand il y a besoin? Oui, carrément. Alors je discutais avec Sébastien Marcet qui travaille avec moi là sur tout le suivi de cette course. Et donc c'est avec lui que j'ai beaucoup échangé. Et quand je suis monté, c'est lui qui a raconté, qui a eu Sam au téléphone et qui l'a rassuré, parce que je pense qu'elle était un peu inquiète, parce qu'elle avait eu un peu des bribes d'informations. Mais en fait ça m'a vachement aidé, parce que de la savoir, je sais qu'elle fait ce genre de choses. Donc dans le moment, quand je me suis retrouvé au pied de main en me disant bon allez mon grand, là tu vas... Il n'y a pas le choix. En plus, j'avais pas le choix, c'est ça qui est incroyable, c'est que je rentrais dans le poteau noir, le vent, je sais qu'il y avait des grains devant moi, donc c'était maintenant ou jamais en fait. Et jamais, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que je rentrais dans le poteau noir sous grand voile haute sans pouvoir l'affaler. C'était, je sais pas, je pense que si je prenais un grain fort, je dématais quoi. En fait, il n'y avait pas de solution. Donc au moment où je me dis, il faut que tu montes, parce que de toute façon, tu peux pas faire autrement, soit tu montes, soit c'est la fin des haricots. Et ben je pensais à ça, je le revoyais quand elle est montée dans son mât il n'y a pas très longtemps. Alors bon, la mer était plus plate, mais pendant que j'étais préparateur, je suis en train de naviguer, ils étaient en train de bricoler à l'avant. Pendant ce temps-là, elle a dit tiens, je vais monter en haut du mât, elle les a appelés, elle était en haut. Donc je sais qu'elle fait ça avec pas mal d'aisance, et donc je me suis dit allez, si ta femme le fait,
tu vas quand même pas rester au pied du mât comme ça. Donc ça m'a au contraire donné beaucoup de courage. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. On vous en envoie plein, nous aussi, du courage. Merci beaucoup. On a retrouvé Michel Desjoyaux. Michel, vous êtes avec nous. Vous avez entendu Romain. Alors c'est vrai qu'il a eu pas mal de choses à faire. Et puis il a aussi mis à l'eau sa bouée météo, puisqu'on le sait, les skippers du Vendée Globe ont aussi cette mission pour aider les scientifiques. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher comme information? Et puis vous, est-ce qu'en 2000 et 2008, vous aviez déjà ces préoccupations-là? Est-ce que vous aviez déjà cette mission? Alors je vais revenir sur la deuxième question après. Déjà oui, il y a plusieurs marins qui ont pris l'opportunité d'emmener de tels instruments scientifiques. Ce sont des bouées, c'est pas juste une petite bouée qu'on jette à l'eau comme ça. C'est des machines de précision. Et en fait, ce que viennent chercher les scientifiques à travers ces lâchers de bouées, c'est d'avoir des bouées donc dérivantes à des endroits où il y a peu de passages ou peu d'instruments de mesure disponibles. Il y a des endroits où il y a des bouées fixes et puis des bouées dérivantes comme celles que ont jetées et continueront de jeter quelques marins. Ça permet d'avoir plus de mesures océanographiques. Alors, je ne connais pas la techno exacte de celles qu'ils ont, mais il y en a des assez sophistiquées qui, une fois qu'on les a lancées à l'eau, ont la capacité de couler d'elles-mêmes, prendre des mesures à différentes hauteurs dans la couche d'océan, remonter, transmettre et puis redescendre. Et moi, effectivement, en 2000, j'en ai emmené une. C'était avec un programme, c'était une balise Argos à l'époque. Et en fait, il m'est arrivé une vraiment très fâcheuse mésaventure. C'est que je devais l'envoyer à une certaine position au large du Brésil. Et puis ce jour-là, ou à ce moment-là, il faisait nuit. Donc je me dis, tant pis, je la mettrai à l'eau demain matin. Je la pose dans le cockpit. Et puis le lendemain matin, je me dis, tiens, je vais faire ça. Je sors la caméra, je me filme en train d'expliquer à quoi ça va servir et tout le bazar. Et puis je lance la bouée à la mer, la balise à la mer. Et au moment où je la lance, je me rends compte que j'ai oublié de l'allumer. Et donc là, vite, je pose la caméra, j'appuie sur le bouton homme à la mer de la table à cartes. Et puis, un bateau comme ça, une fois que c'est lancé, ça met un petit peu de temps à pouvoir être manœuvré. Ce n'était pas du tout prévu. Et donc, j'ai fait demi-tour. La mer était calme. Il y avait peut-être pas les conditions qu'ils ont actuellement, et en plus les bateaux n'allaient pas aussi vite qu'aujourd'hui, mais la mer était calme, j'aurais dû la retrouver, mais le temps de revenir sur mes pas, trouver une petite bouée qui faisait, 15 cm de diamètre, qui était jaune vif en pleine journée, je ne l'ai pas trouvée. Et donc j'ai perdu cette bouée-là, puisque du coup elle ne servait à rien, puisqu'elle était éteinte, et puis j'ai perdu 2 heures pour essayer de me faire pardonner. Et quand j'ai appelé les techniciens, les scientifiques, mais non, c'est pas grave. J'étais dépité et il me dit non, mais t'aurais jamais dû faire demi-tour. Je dis si, quand même, là, les conditions, j'aurais pu essayer de la retrouver. Voilà. Donc voilà, de temps en temps, on se rate aussi. Bon, c'est pas grave, ça ne vous a pas empêché de le gagner, ce Vendée Globe en 2000. On va passer avec vous, Olivia, au classement, au positionnement aussi de la flotte. Oui, alors on va démarrer avec la carto qu'on a fait avec Pollux. Et aujourd'hui, on a décidé de faire un gros plan sur le trio de tête. C'est un peu la question que tout le monde se pose. Alex Thomson aurait-il perdu des 1000 par rapport à Linked et à Pivia? Alors on va faire un rapide retour en arrière. Nous sommes le mardi 17 novembre à midi. Thomson est en tête avec 92 000 d'avance sur Thomas Ruyant et 120 000 sur Charlie Dalin. Mais déjà, il y a des petits décalages entre les 3 IMOCA au moment de rentrer dans le poteau noir. Les 3 monocoques passent comme des fleurs dans la zone de convergence intertropicale. Les vitesses de bateau ne descendent pas en dessous de 8 nœuds. Au passage de l'équateur, Hugo Boss conserve tout de même près de 80 000 d'avance sur Thomas Ruyant. Petite baisse de vitesse quand même d'Alex le mercredi 18 au soir entre 15h et 3h du matin avec 2 nœuds de moins par rapport à ses poursuivants et les trajectoires diffèrent au fil des heures. Alex Thomson est clairement celui qui a mis le plus d'ouest dans sa route et ça continue de filer entre 18 et 22 nœuds pour chacun des IMOCA. Ce que l'on peut constater aujourd'hui, c'est que l'écart en latéral est très important, 140 000. Hugo Boss est toujours très ouest, Charlie Dalin légèrement en retrait a choisi une route médiane et Linked est très décalé dans l'est. Et cela ne reflète pas forcément ce que dit le classement, c'est-à-dire ce midi, 15 000 d'écart entre Hugo Boss
et Linked Out et 54 000 entre Hugo Boss et Apivia. Ce qui est certain, c'est que ces faibles écarts sur ces engins à foil se comptent en une poignée d'heures. Le jeu reste donc entièrement ouvert. Et une petite question pour Michel Desjoyaux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces différentes trajectoires? Est-ce une histoire de vent, d'architecture de bateau ou de voile, Mich? Il y a un peu de tout peut-être. C'est vrai qu'il n'a pas tout à fait les mêmes foils que les deux autres qui sont des bateaux très similaires. Au moment où il arrive dans l'hémisphère sud, la trajectoire pour les jours à venir, quasiment même pour les semaines à venir jusqu'au début du mois de décembre, était très incertaine. Ça s'est seulement ouvert aujourd'hui. Avec les fichiers de météo de ce matin, ça a l'air un petit peu plus clair et plus facile. Et puis il faut comprendre aussi que il y a les prévisions que nous on voit et puis il y a la réalité du terrain qui est parfois un petit peu différente. Et avec ces bateaux qui ont un rendement presque légèrement supérieur à 1 à ces allures-là, c'est-à-dire un nœud de vent en plus, ils vont plus d'un nœud plus vite. Donc une petite différence, finalement, 1 ou 2 nœuds de vent à l'échelle de l'océan dans l'Alizé, c'est pas une grosse différence, mais ça peut faire des grosses différences de vitesse quand même. Et puis il y a peut-être un positionnement à plus long terme qui peut être intéressant, une sorte d'investissement dans l'ouest. C'est plutôt plus facile de revenir après sur une trajectoire plus à l'intérieur du virage que de sortir du virage si ça s'avère plus favorable dans quelques heures, quelques jours. Tout ça est plus clair grâce à Michel Desjoyaux. Alors, on va attaquer le classement assez rapidement. Là, je ne peux pas. Voilà, là, le classement. Alors, donc, nous avons toujours les 3 premiers, comme je vous ai dit, qui se tiennent en 54 000. Le changement de ce classement, c'est que Louis Burton sur Bureau Vallée 2 a pris la place de 5e à Kevin Escoffier. Et vous remarquerez qu'il y a très, très peu d'écart. Il y a 3 000. On passe à la deuxième page. Giancarlo Pedotte sur Prismium Group risque de rattraper Damien Seguin. Ils sont vraiment au coude à coude. Et puis une belle bagarre entre la 15e place et la 18e place. 21e, Arnaud Boissière mène un groupe de 4 bateaux. Il avance bien. 3e page, l'Occitane en Provence. 24e s'échappe du groupe de 7 bateaux avec lequel il est au large du Cap-Vert. Et puis 31e, Fabrice Amédéo, on l'a vu hier, déjà revient comme une balle. Il risque de remonter au classement d'ailleurs. Et puis on voit Charal, 32e à 3056 000 exactement du premier. Et alors pour la météo, Olivia, c'est un peu 3 salles, 3 ambiances, puisque la flotte est soumise à des systèmes météo très différents. Oui, alors je ne vais pas vous danser le pom-pom pid-up, mais alors regardez ce joli pendentif entre le large du Portugal où est Charal et puis la latitude de Salvador de Bahia où se trouve Hugo Boss. Alors évidemment, des situations météo différentes, des alizés de sud-est pour la tête de flotte. En fait, le vent forcit au fur et à mesure qu'on se rapproche de la corne du Brésil. Un poteau noir un petit peu plus actif aujourd'hui. Toujours des alizés de nord-est costauds. On a eu Clément Giraud ce matin qui nous disait que ça avançait bien. Et puis Charal, qui navigue dans un front au large du Portugal, il affiche plutôt des vitesses très cohérentes. On jette un œil au poteau noir. On voit qu'il est un petit peu plus actif. Vous voyez, ce sont les traits rouges. Et puis avec ce groupe de 4 bateaux qui commence à rentrer dedans. Et Stéphane Le Dier a raison, qui en sort. Et puis ce qui va se passer, alors ça c'est très intéressant. En fait, on voit ici ce qui va se passer dans les jours à venir pour traverser l'Atlantique Sud. Alors en fait, le trio de tête va pouvoir passer dans un petit front qui est sous l'anticyclone de Sainte-Hélène, sauf que ce petit front va s'échapper et la bulle anticyclonique va grossir, ce qui fait que ceux de derrière vont devoir faire le tour de la paroisse, comme on dit. Peut-être, Mich, tu peux rajouter 2-3 petites infos aussi, nous préciser 2-3 choses là-dessus. Oui, j'ai regardé la même chose que vous ce matin, ce qui explique aussi d'ailleurs que les 2 poursuivants d'Alex Thompson avaient vraiment intérêt de mettre du charbon maintenant pour recoller à Alex, pour pas lui laisser de fenêtre pour s'échapper. En faisant tourner des routages, même sur le modèle de ce matin, et c'était encore pire hier, des petites variations de rendement des bateaux, donc ce qu'on appelle le pourcentage d'exploitation de la polaire, faisait des très grosses différences à l'arrivée au sud du Cap de Bonne-Espérance. Donc il y avait vraiment un intérêt aux 2 poursuivants à bombarder maintenant pour éviter de se faire larguer beaucoup. Et effectivement, au fichier de ce matin, la route est un peu plus facile pour rejoindre les mers du Sud. Pour les premiers, derrière, ça risque d'être beaucoup plus compliqué, oui.
Mais en tout cas, la route est encore longue, hein, ça c'est sûr. La flotte entame son 12e jour de course, mais il reste encore 50, 60, encore 70 jours seul en mer. Et cet isolement choisi est vécu un peu différemment en fonction des skippers. Écoutez. Je suis absolument pas un solitaire, donc je suis tout le temps avec mon téléphone à avoir des messages de mes proches. Voilà, ça m'aide beaucoup et ça me fait du bien tout simplement. Après, moi, je vis pas mal le fait d'être tout seul sur le bateau. Au contraire, je me sens plutôt bien avec le bateau. Donc là, ça fait 12 ou 13 jours, je sais plus. J'ai sorti le 13e sac de jour de nourriture, je crois. Donc j'ai pas vu le temps passer, donc ça veut dire que je me sens plutôt bien à bord du bateau. Maintenant, avoir des textos de l'actualité et de ce que mes proches font à terre et tout ça, ça m'apaise un peu. Mes enfants, on s'est dit qu'on s'appelait tous les dimanches, on institutionnalise ça. Donc pour l'instant, ça fait que je les ai eu seulement une fois au téléphone. Un appel relativement rapide, mais qui permet de garder le contact. Et puis sinon, ma fille la plus grande, je peux lui écrire un mail de temps en temps. Donc des échanges qu'elle peut lire aussi à mon fils et mon autre fille. Et sinon, j'ai de contact avec personne, hormis la direction de course, bien sûr. Il y a Solène qui gère le projet, à qui j'envoie de l'actualité, hein, tout simplement. Je lui explique ce qui se passe à bord. Et c'est essentiellement via WhatsApp, messagerie, des petits mots, style télégraphique, pour qu'elle sache qu'est-ce qui se passe sur ce bateau, techniquement, mentalement. Je lui envoie un petit mot ou deux par jour. Donc je suis plutôt un marin solitaire assumé, qui ne cherche pas particulièrement à garder le contact avec la Terre. Je me suis coupé par exemple de toute actualité avec la Terre, considérant que de toute façon, vu que mon bateau, j'ai aucune prise sur ce qui peut se passer à Terre. Donc autant en profiter et faire une jolie coupure avec tout ça. Michel, vous avez entendu les deux pendants, les deux versants. Vous étiez un solitaire assumé à plutôt vouloir couper, ou vous aviez besoin de ce contact régulier avec la Terre ? Moi, je ne suis pas du tout surpris de ce qu'on vient de voir. C'est deux photos à un instant particulier. Peut-être que dans quelques semaines, ils auront besoin de Sébastien de moins de contact et puis Stéphane de plus de contact. C'est un petit univers dans lequel on se retrouve complètement livré à soi-même. Et puis chacun trouve un petit peu sa place et à des moments différents. Il y a des moments où on a besoin de réconfort, et puis il y a des moments où on a aussi, je dirais, besoin d'être laissé tranquille, pas laissé pour compte, mais laissé tranquille, même si on sait qu'il y a toujours plein de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait, ce qui est aussi génial. Mais voilà, après, il faut aussi être... Moi, je trouve que c'est un peu dommage d'être complètement coupé de ce qui se passe à terre, ne serait-ce qu'en matière de libre expression, de ne pas faire d'impair et de pas... Il y a des fois, ça peut être indécent. Par exemple, en ce moment, ils sont tous en t-shirt alors que l'hiver arrive sur l'Europe. C'est un peu indécent de dire qu'ils ont trop chaud alors que nous, on a froid, tu vois. Donc, c'est aussi ces choses-là où c'est bien de savoir ce qui se passe pour pas dire trop de bêtises non plus. En tout cas, on va les retrouver avec les stories du large. Nos skippers, elles sont préparées aujourd'hui par Alain Polac, Jean-Thierry Debord et Emmanuel Zimanek. Hey, hey, salut à tous. Bon, passage de l'équateur. Le prochain, ce sera Bonne Espérance, donc direction le sud. Et en attendant, on va aller remercier Neptune. Promis de coucher de soleil dans l'hémisphère sud. On a passé avec PRB l'équateur la nuit dernière. Pour tout vous dire, j'étais à la banette et je me suis pas réveillé à l'envers. Je me suis pas réveillé les pieds vers l'arrière du bateau. Donc c'est bon signe, tout va bien. Aujourd'hui, on a un problème. La casquette s'est pris un coup de baume. Et là, on a trouvé une solution, c'est de faire une décapotable. Un tour vent. Aujourd'hui, sur Apivia, c'est lessive au programme. Regardez ce volange qui sèche. Magnifique. Royal, Neptune, merci de m'avoir laissé passer l'équateur. Oh Dieu, il est fort. Hop là là. Salut les amis, aujourd'hui on déploie la bouée météo. Je vais la battre un peu parce que rien que pour la sortir du bateau, mais ça pèse 25 kg. La taille du truc.
le délire. C'est bizarre de jeter un truc à la flotte, hein, mais bon. Très bizarre. Allez, c'est fait. À Neptune. Merci au bateau. Et puis une goutte pour vous. Allez, tiens. Chin Chin, merci beaucoup Michel d'avoir été avec nous. Merci Olivia. N'oubliez pas, ce soir, vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de la course le 26 minutes qui retrace la semaine qui vient de se passer. Ça a été préparé par Christian Delot et Olivier Donadieu. Quant à vous, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les infos de la course sur les réseaux sociaux et sur le site internet. On se dit à demain, 12h30. Bye bye.